Bonjour à tous, bienvenue dans ce cycle de cours que je vous propose dans cette chaîne depuis environ 2-3 ans. Et après de longs mois d'absence, je vous propose aujourd'hui une reprise que j'espère pérenne pour vous proposer la suite des 5 cycles de cours que j'avais ouverts en son temps. Mais aujourd'hui, pour cette reprise, je vais ouvrir un nouveau cycle de cours dédié à l'intégration et donc au calcul intégral. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir le calcul d'une primitive qui suscite un certain nombre de petites idées non négligeables. Et c'est la raison pour laquelle je vous la propose aujourd'hui. Il s'agit du calcul de la primitive de 1 sur sinus x. Donc on y va, calcul de la primitive de dx sur sinus x. C'est ce que je vous propose aujourd'hui et nous allons voir 3 méthodes. J'ai envie de dire une méthode assez moissonneuse-batteuse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire systématique, qui s'adapte totalement à ce genre de calcul de primitive. Alors, de quoi s'agit-il? Première chose, on va dire, pour calmer les esprits, que évidemment le calcul d'une telle primitive a un sens, parce que la fonction 1 sur sinus x est parfaitement indéfiniment dérivable pour tout x tel que le sinus ne s'annule pas. Donc nous allons considérer des intervalles tels que sinus x différent de 0. Dès lors, la fonction 1 sur sinus x est dérivable autant de fois, et évidemment, avant d'être dérivable, elle est continue, donc Riemann intégrable. Autrement dit, la primitive existe pour ce genre d'intervalle, évitant les singularités de la fraction 1 sur sinus x. Et pour ces intervalles-là, donc, nous allons calculer la primitive en question. Maintenant, intégration d'une expression pareille. Il s'agit dans la littérature 1 sur sinus x, il s'agit de ce que l'on appelle des fractions rationnelles trigonométriques. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'une fraction rationnelle, donc du rapport de 2 polynômes, mais plus de la variable x, mais de variables qu'on appelle les lignes trigonométriques. Donc vous allez avoir des polynômes au numérateur et au dénominateur, mais la variable va être on va dire un mélange de variables que vont être sinus x, cosinus x, tangente et cotangente. Ce mélange-là est admissible dans le cadre de ce que l'on appelle les fractions rationnelles trigonométriques. Donc il n'y aura pas de x puissance alpha, mais il pourrait y avoir un sinus puissance 3, sinus cube x, il pourrait y avoir un cosinus puissance 6x, etc. Vous avez compris que l'idée, c'est d'éviter toute autre pollution analytique qui proviendrait de logarithme népérien, d'exponentiel ou d'eau puissance de x classique. Voilà ce que l'on appelle des fractions rationnelles trigonométriques. Et alors, dans un tel contexte, il y a un changement de variable qui est extrêmement fécond et qui va vous permettre systématiquement, j'ai envie de dire, de transformer cette fraction rationnelle trigonométrique en une fraction rationnelle standard d'une nouvelle variable, appelons-la t. Eh bien, cette nouvelle variable t, pour transformer l'écriture systématique d'une primitive, d'une fraction rationnelle trigonométrique en un calcul d'une primitive d'une fraction rationnelle classique, eh bien, le changement de variable, c'est le suivant, t égale tangente x sur 2. Parce que dans un tel cadre, vu que je vous ai dit que la fraction rationnelle ne faisait intervenir que des lignes trigonométriques, eh bien chaque ligne trigonométrique sinus x, cosinus x, tangente et cotangente s'exprime très simplement en fonction de cette nouvelle variable. À savoir, eh bien je vous rappelle, ce sont des rappels de trigonométrie. Sinus x, c'est 2t sur 1 plus t2. Cosinus x, c'est 1 moins t, 2 sur 1 plus t2, et tangente x, en fait, qui est la base, eh bien, c'est 2t sur 1 moins t2. Bon, évidemment, on peut le voir à l'envers, on peut dire que si on connaît sinus et cosinus, vous faites le rapport et vous voyez que le rapport, ça va vous allez simplifier par 1 plus t2, et donc vous allez avoir 2t sur 1 moins t2. Mais on va le faire à l'envers, je vais vous le faire juste oralement, et puis vous n'aurez qu'à écrire, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le calcul de la primitive. Tangente x, c'est comme tangente 2x. Si vous connaissez l'un, vous connaissez l'autre, parce que tangente x, c'est tangente 2 fois x sur 2. Donc, tangente 2x, je vous rappelle que c'est 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Pourquoi? Parce que tangente 2x, c'est le cas particulier de tangente a plus b quand a égale b égale x.
Oui, mais tangente A plus B, c'est sinus A plus B sur cosinus A plus B. Et là, vous connaissez, parce que toute la trigonométrie se récupère, les formules trigonométriques se récupèrent à partir de 3 formules, cos A plus B, cos A moins B, sin A plus B, sin A moins B, et cos carré X plus sin carré X égale 1. Alors, cos A plus B, cos A moins B, c'est cocos ici, hein, vous vous rappelez, avec le bon signe. Et puis, sin A plus B, sin A moins B, c'est sin A, c'est sico, cosi. C'est pour ça qu'on dit en général, les formules, c'est cocos ici, sico, cosi. Ça, c'est pour s'en souvenir. Avec les bons signes, il faut quand même le savoir. Donc, le sinus, c'est les mêmes signes, le cosinus, c'est le signe opposé, etc. Donc, il suffit de faire le rapport de sinus A plus B sur cosinus A plus B. Et vous faites le calcul, et vous allez trouver que tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A, tangente B. Faites le calcul, vous allez le trouver. Et donc, à partir de ce cas général de tangente A plus B, vous avez tangente 2x en posant A égale B égale x. Et donc, tangente 2x, je répète, c'est 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x, en appliquant la formule tangente A plus B avec A égale B égale x. Eh bien, si tangente 2x, c'est 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x, vous comprenez bien que tangente x, cette fois-ci, c'est 2 tangente x sur 2 sur 1 moins tangente carré x sur 2. C'est exactement ce qui est écrit ici, avec la variable t qui vaut justement tangente x sur 2. Alors, ça, c'est pour la partie fraction rationnelle. Mais vous savez bien que dans le changement de variable, il va falloir déterminer le comportement du changement du dx en dt. Or, regardez bien, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui fait le succès du changement de variable. dt, eh bien, c'est quoi dt? Eh bien, c'est la dérivée de tangente x par rapport à x fois dx. Donc, la dérivée, c'est une dérivée composée. Il y a 1/2 pour la dérivée de x sur 2. Et maintenant, il y a la dérivée de tangente x. Alors, la dérivée de tangente x ou tangente truc-muche. La dérivée de tangente truc-muche, c'est 1 plus tangente carré de truc-muche, ou 1 sur cos carré de truc-muche. Mais on va le prendre avec le 1 plus tangente carré. Pourquoi? Je l'écris 1 plus tangente carré de x sur 2. Le truc-muche, ici, c'est x sur 2. Et puis, évidemment, dx. Alors, l'intérêt, vous le voyez tout de suite, c'est que c'est 1/2 de 1 plus t2, puisque j'ai posé t égale tangente x sur 2. Donc, en fait, dt, c'est 1/2 de 1 plus t2 dx. Et donc, c'est ça, toute la puissance et le succès de l'histoire, c'est que dx, qui doit être remplacé dans ce changement de variable, vaut ni plus ni moins que 2 dt sur 1 plus t2. Autrement dit, le dx se transforme comme une fraction rationnelle de t, évidemment dt. C'est une fraction rationnelle exprimée par rapport à t. Sinus x, cosinus x, tangente x, ce sont des fractions rationnelles par rapport à t. Donc le changement de variable pour toutes les fractions rationnelles trigonométriques vont vous permettre, grâce à ces formules, de passer d'une fraction rationnelle, du calcul intégral ou d'une primitive, d'une fraction rationnelle trigonométrique en une fraction rationnelle classique. Et donc ça, c'est tout un domaine que nous aborderons dans le cadre de ce cycle de cours par la suite. Alors, on y va ici. Appliquons donc dx sur sinus x. C'est quoi? Eh bien, on y va. Dx, il n'y a plus qu'à reporter. C'est 2 dt sur 1 plus t2 sur sinus x. Donc 2t sur 1 plus t2. Alors ici, on a beaucoup de chance, puisque ici, tout se simplifie, vous le voyez. Donc 1 plus t2 se simplifie, les deux se simplifient. Il reste le calcul de la primitive de dt sur t. Donc c'est terminé. Il reste le calcul, donc il reste dt sur t, c'est-à-dire logarithme népérien à tension de valeur absolue t plus constante. La constante est quelconque et elle appartient à R. Donc, terminé, on a une fois pour toutes, avec cette première méthode, dx sur sinus x, la primitive, eh bien, c'est logarithme népérien de valeur absolue de t, c'est-à-dire de tangente x sur 2 plus constante. Et donc, là, j'ai envie de dire, grâce à ce changement de variable, nous avons obtenu le résultat assez simplement. Alors évidemment, la simplicité ici est en plus conséquente de la simplification algébrique qui en résulte, j'ai envie de dire.
Évidemment, il faudra, dans le cadre de fractions rationnelles plus délicates, après avoir fait le changement de variable, considérer la fraction rationnelle, vous voyez, classique en t, et être en mesure de procéder à son calcul intégral ou à la primitive. Encore une fois, nous verrons ça plus tard. Alors maintenant qu'on a cette espèce de moissonneuse-batteuse systématique qui, hormis le calcul de la primitive, de la fraction rationnelle, maintenant, c'est un autre domaine, mais on s'est débarrassé de la partie trigonométrique. Voyons maintenant deux autres méthodes véritablement spécifiques à l'aspect trigonométrique directement, sans passer par un changement de variable, sans avoir à se transporter dans le monde, dans l'univers des fractions rationnelles habituelles, qui, encore une fois, est très fécond. Alors, c'est pour tout de suite, deuxième méthode. Donc ici, qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre? Nous allons mettre en œuvre une réflexion purement trigonométrique. Mais évidemment, il va falloir la combiner avec cette structure rationnelle. Alors, trigonométrie. Trigonométrie, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose dans la trigonométrie. Alors ici, il y a le numérateur, il vaut 1. On pourrait éventuellement regarder ce que cela donne en remplaçant 1 par sinus carré x plus cos carré x. Plus directement sur... Alors, je vous laisse le faire, parce que je ne prétends pas vous proposer toutes les méthodes pour aborder ce calcul-là. Je vous en propose 3 aujourd'hui. Il y aurait peut-être à regarder aussi lorsque l'on remplace 1, qui est au numérateur, par sin carré x plus cos carré x. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est de directement traiter ce qui est purement trigonométrique immédiat, à savoir le sinus. Alors, sinus x, vous savez le transformer en cosinus x. Vous savez le transformer en cosinus x en disant que c'est cosinus pi sur 2 moins x. Ça va changer en rien notre difficulté, parce que si je sais intégrer un sinus, 1 sur sinus, je sais intégrer 1 sur cosinus. Alors, pi sur 2 moins x, vous l'appelez t, et donc vous êtes ramené à 1 sur cosinus x. Donc ce changement-là n'est pas fécond. Sinus x, alors vous allez me dire, on a quand même l'expérience de la première méthode. C'est vrai, elle est en tout cas inconsciente pour pas dire vraiment consciente. Mais il n'en reste pas moins que sinus x, la transformation, eh bien, il n'y a rien à faire. Soit vous écrivez que c'est plus ou moins racine de 1 moins cos carré x, parce que sin carré plus cos carré égale 1. Waouh! Plus ou moins racine de 1 moins cos carré. Est-ce que cela semble plus simple? A priori, non. Je vous laisse regarder si de ce côté-là, il y aurait aussi matière à faire. Par contre, directement, en disant que sinus x n'est pas plus ou moins racine de 1 moins cos carré, mais en disant que sinus x c'est comme, tout à l'heure je l'ai dit déjà, c'est comme sinus 2x, finalement c'est sinus 2 fois x sur 2. Eh bien, sinus x c'est donc 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Ça, c'est assez trivial. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne semble pas fécond dans la mesure où maintenant j'avais 1 sur sinus x et maintenant je me retrouve avec en plus des angles moitiés. Bon, les angles moitiés, il va falloir vous y faire. C'est pas très grave, hein, c'est pas le problème l'angle. Qu'il soit lui-même ou sa moitié ou son double ou son triple, c'est pas le problème. C'est vraiment la présence de 1 sur sinus et maintenant avec un cosinus. Oui, mais qu'est-ce que l'on connaît, puisqu'on veut faire du calcul intégral, on veut faire du calcul de primitives. Donc, qu'est-ce que l'on connaît au niveau des primitives de lignes trigonométriques? Alors, la dérivée ou primitive, c'est pareil, de sinus, c'est cosinus au signe près, et l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc on sait faire les primitives de l'une et de l'autre. Oui, mais on sait aussi, rappel, et quelque chose qui justement ressemble à ce que l'on a, on sait que la dérivée de tangente x, eh bien c'est 1 sur cos carré x. Ça, vous devez le savoir. Ou c'est aussi 1 plus tangente carré x. Mais moi, je vais le prendre comme 1 sur cos carré x, parce que là, j'ai 1 sur cos x. Alors, si j'avais un carré, je dirais la primitive de 1 sur cos carré. La primitive de 1 sur cos carré, c'est tangente x. Donc, si j'avais oublié le sinus durant un instant, parce que cette formule simple de dérivation du tangente me fait dire en tout cas, si j'avais un carré ici, ah oui, mais là je triche, alors ne trichons pas. C'est-à-dire, si j'écrivais maintenant cette histoire-là en simplifiant, c'est-à-dire en reconnaissant sinus sur cosinus, c'est-à-dire tangente, si j'écrivais que j'ai 1 sur 2 cos carré x sur 2. Sur, eh bien, il reste tangente
x sur 2 dx. C'est-à-dire, j'ai forcé l'écriture avec l'apparition du cosinus carré grâce à ça. Eh bien, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment la formule, j'ai envie de dire, qui donne la clé trigonométrique pour l'intégration dans notre cas de figure. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe ici? La dérivée de tangente truc-muche, grosso merdo, c'est 1 sur cos carré de truc-muche. Quand le truc-muche, c'est x, c'est 1 sur cos carré x. Quand c'est x sur 2, ah ben il faut multiplier par la dérivée de x sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc la dérivée de tangente x sur 2, qu'est-ce que c'est? Forte de cette formule-là, c'est 1 demi de 1 sur cos carré x sur 2. Le demi, il provient de x sur 2, et puis j'ai dérivé tangente x sur 2, donc j'obtiens 1 sur cos carré x sur 2. Autrement dit, ça c'est de la forme u' de x sur u de x dx. Si on pose u de x égale tangente x sur 2. Alors vous voyez, c'est pas vraiment, ça ressemble, c'est un biais d'écriture par rapport au changement de variable. Volontairement, je le fais comme ça. On pourrait le faire par changement de variable, je vais le dire tout de suite pour conclure cette deuxième méthode. Mais sans faire de changement de variable, ici j'ai une fonction, et au numérateur, j'ai sa dérivée. Cette fonction, je l'appelle u de x parce qu'elle dépend de x. Alors donc, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, dx sur sinus x, vu la chaîne de calcul, eh bien, c'est logarithme népérien de valeur absolue de u de x plus constante. Toujours c appartenant à R. Parce que la primitive de u' sur u, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de u. Et donc, on a terminé une nouvelle fois, c'est le logarithme népérien de valeur absolue de tangente x sur 2 plus constante. Et le résultat est acquis. Si on regarde et si on veut procéder lors de cette identification d'un numérateur étant la dérivée du dénominateur, vous voyez ici, au lieu de dire cette fonction dont la dérivée est au numérateur, c'est la fonction que j'appelle u de x, ben vous posez, comme tout à l'heure, on a posé t égale tangente x sur 2, là, gardons les mêmes notations, on va poser u égale tangente x sur 2. Donc du, c'est la dérivée de tangente x sur 2 fois dx. Exactement le calcul que j'ai fait tout à l'heure, à la place de t, vous gardez les notations ici qui sont locales, à savoir U et plus T, ça revient exactement au même. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez posé remarque, pour vous récupérer sur les changements de variables habituels, si U, qui dépend de x, évidemment, c'est tangente x sur 2, bien sûr que ça dépend de x, puisque c'est tangente x sur 2. Je répète, pour que vous voyez qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, du, c'est quoi? C'est 1 demi de 1 plus tangente carrée, même calcul que tout à l'heure. X sur 2 dx, c'est-à-dire 1 demi de 1 plus U2. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, vous recommencez votre histoire, cette fois-ci, ici. Il ne faut pas la recommencer depuis le début. Pas au début, eh bien, c'est le calcul de la première méthode. Mais ici, maintenant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, alors c'est 1 demi de 1 plus U2 du, pardon. Mais c'est aussi, donc, dx, c'est 1 demi de 1 sur cos carré x sur 2 fois dx. Donc vous voyez que 1 demi de 1 sur cos carré x sur 2 dx, c'est exactement cette quantité-là dans l'intégrale. Et donc à ce moment-là, eh bien vous obtenez que l'intégrale ou la primitive de dx sur sinus x, c'est ni plus ni moins que, eh bien je répète, 1 demi de cos carré de 1 sur cos carré x sur 2 dx, eh bien vous voyez que c'est du sur quoi? Sur tangente x sur 2. Mais tangente x sur 2, c'est u. Et donc, vous voyez que de nouveau, sans surprise, vous obtenez log de valeur absolue de u, c'est-à-dire log de valeur absolue de tangente x sur 2, plus constante. C'est une variante d'écriture que je tenais à vous montrer entre la reconnaissance ici d'une structure u' sur u. Alors, dès lors, je l'écris u' de x sur u de x. Ce n'est pas vraiment la formule de changement de variable, c'est la reconnaissance de la structure u' de x sur u de x. Alors bon, on a fait le calcul, mais on peut récupérer exactement le même résultat par changement de variable.
Alors, à condition de faire ce qu'il faut par rapport à l'expression qui est ici. Et vous voyez ce que j'ai fait. du, tranquillement, c'est 1 plus tangente carré x sur 2, donc c'est 1 plus u2 du. Ah ben non, ça ne va pas, parce que ce n'est pas ce que j'ai là. Donc, je reprends ici, et je dis que 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cos carré. Et du coup, le du, c'est exactement le numérateur fois dx. Et donc, la suite, vous la connaissez. Une fois que l'on a terminé ce calcul par cette deuxième méthode, je vous propose maintenant une troisième méthode, c'est pour tout de suite. Troisième méthode pour calculer cette primitive. Alors ça va être un mixte entre la structure et trigonométrique et évidemment inhérente à la fraction rationnelle qui est à considérer 1 sur sinus x. Alors je vais d'abord cette fois-ci reconsidérer l'aspect fraction rationnelle. Fraction rationnelle ici, les fractions rationnelles, encore une fois je vais vous les proposer dans d'autres enregistrements, dans d'autres cours. Il y a des fractions rationnelles avec ce qu'on appelle des possibilités de décomposition en éléments simples de première ou de deuxième espèce, c'est-à-dire en fonction des racines, je parle des fractions rationnelles que vous connaissez, hein, donc en fonction des racines réelles ou complexes du dénominateur, eh bien, il y a ce qu'on appelle des éléments simples de première espèce ou de deuxième espèce qui sont féconds dans la possibilité de procéder au calcul intégral. Alors, ici, 1 sur sinus x, pensez dans votre tête, c'est comme 1 sur grand X que j'appelle sinus x. Voilà. Donc ça ressemble, 1 sur sinus x, ça ressemble à un élément simple dit de première espèce. 1 sur x, 1 sur x moins 1, 1 sur x plus 2, etc. Donc structurellement, on a l'impression, enfin c'est pas qu'on a l'impression, dans cette analogie structurelle, c'est-à-dire 1 sur sinus x, je le pense comme 1 sur grand X, c'est une fraction rationnelle complètement décomposée. L'idée, c'est de forcer la structure pour justement donner une possibilité de décomposition. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas, j'ai 1 sur x. 1 sur grand x, c'est 1 sur grand x, c'est fini, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, mais il ne faut pas oublier ici que notre grand x, c'est sinus petit x, c'est-à-dire qu'on a de la trigonométrie derrière. Alors, si on a de la trigonométrie derrière, comment procéder pour retrouver de l'élasticité de décomposition de fractions rationnelles? Eh bien, l'idée, elle vient de la trigonométrie, c'est-à-dire que si à la place de sinus x, j'avais sinus carré x, alors écrivons-le. Et donc, évidemment, il ne faut pas tricher, on a sinus x au numérateur. Alors, vous allez me dire, écoutez, oubliez le sinus x du numérateur, pensez avec grand x égale sinus x, donc vous avez en 1 sur x2, donc ça a encore décomposé, c'est déjà un élément simple. Oui, mais non, parce que là, on est en trigo. Et si on est en trigo, eh bien, on a sinus x au numérateur et sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x. Et voilà l'idée qui provient de la trigo. Parce que 1 moins cos carré, c'est 1 moins cos x fois 1 plus cos x. Écrivons 1 moins cos x fois 1 plus cos x dx. Et si on pense maintenant, alors la partie numérateur, c'est sinus x. Si on regarde 1 sur 1 moins cos x, 1 plus cos x, cette fois-ci, le grand x, appelez-le cosinus x. Donc si on pose, pour comprendre les choses, hein, on n'est pas en train de faire un changement de variable dans l'intégrale, on est en train de reconnaître, d'identifier, ça passe souvent par cela les mathématiques. En structure, si on pose grand x égale cosinus x, alors, vous voyez que 1 sur 1 moins cos x, 1 plus cos x, eh bien, ça s'écrit de la manière suivante, hein, extrêmement simplement. Ça s'écrit 1 sur 1 moins grand x fois 1 plus grand x. Et vous vous retrouvez ici, hein, en fait, c'est 1 moins x2. Donc là, vous avez une fraction rationnelle que vous pouvez décomposer. Alors, qu'est-ce que cela donne? Je vous rappelle que 1 sur 1 moins x, 1 plus x, eh bien, soit vous le savez directement, soit alors vous avez a sur 1 moins x plus b sur 1 plus x. Et donc dans ce cas-là, il nous faut calculer grand A et grand B. Calculer grand A et grand B, il y a plusieurs possibilités. La manière élémentaire, j'ai envie de dire, niveau lycée, niveau terminal. On réduit au même dénominateur, on identifie, on a un système de 2 équations à 2 inconnues, en grand A et en grand B. S'il y avait d'autres termes, parce que ici des puissances
supérieur à 1 moins x puissance 1 et 1 plus x puissance 1, vous seriez bien embêté par cette méthodologie qui consiste à réduire au même dénominateur et à identifier. Vous auriez donc d'autres coefficients, vous auriez un système linéaire compliqué à écrire qui serait peut-être difficile à inverser. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle la théorie des fractions rationnelles, d'ailleurs, que je proposerai dans l'un des prochains cours de ce cycle pour être préparé pour disposer, j'ai envie de dire, des outils du calcul de fractions rationnelles appliqués au calcul intégral. Alors, comment procède-t-on? Vous allez voir. On va écrire tout simplement ici, je veux écrire directement A égale et B égale. Ah ouais. Sans calcul écrit, calcul oral. Alors, certains d'entre vous certainement le connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion. Regardez, on va faire 2 opérations de tête pour calculer A, et les mêmes opérations à peu de choses près pour calculer B. De tête. Donc on va écrire A égale et B égale. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors comment ça marche? Pour A, je veux isoler A pour calculer A. Ça semblerait assez naturel. Donc le 1 moins x me gêne. Première opération, je vous ai dit qu'il n'y en avait que 2. Première opération, je multiplie toute l'équation par 1 moins x, qui fait qu'il n'y a plus de 1 moins x là, ce qui fait que j'ai simplifié par 1 moins x là. Ah oui, mais je paye le prix, j'ai 1 moins x à côté du b. Donc tout ce terme-là pollue la capacité d'isoler grand A. Eh bien, une fois qu'on a fait cette opération-là, eh bien, alors vous allez me dire, quand j'ai fait ce calcul-là, c'est pour x différent de 1. La preuve, c'est que j'ai même simplifié ici par 1 moins x. Donc x est différent de 1. Et donc j'obtiens une écriture qui est comme celle-là, avec 1 moins x ici. Et donc cette écriture, elle vit pour x égale 1. C'est-à-dire quand x tend vers 1, eh bien l'équation qui correspond n'explose plus, puisqu'on a simplifié par 1 moins x. C'est la raison pour laquelle... Donc là, on a simplifié ici. Là, on n'a plus de 1 moins x. Et là, on a un 1 moins x qui pose un problème pour isoler grand A. Donc, pour ce faire, eh bien, je vais éliminer ce terme-là avec le 1 moins x de la première étape en prenant la valeur particulière x égale 1. Si je prends x égale 1, ce terme-là disparaît. À droite, il reste A. Et à gauche, il reste 1 sur 1 plus x égale 1. 1 sur 1 plus 1, 2. A égale 1 demi. Évidemment, c'était un peu long parce que j'ai donné des explications. Je vais faire exactement la même chose pour B. Je multiplie tout par 1 plus x pour isoler B. Ici, j'ai un 1 plus x. Ici, j'ai simplifié par 1 plus x. Mais attention, B est pollué maintenant puisque ce terme-là a été simplifié. J'ai multiplié par 1 plus x. Ici, j'ai un 1 plus x. Ce terme-là, je veux l'éliminer pour garder à droite que l'expression de grand B. Donc, ayant 1 plus x, il faut que je prenne x égale moins 1. Donc là, il n'y a plus rien. B tout seul. Là, j'ai éliminé le terme avec x égale moins 1. Comme j'ai multiplié par 1 plus x, il restait ce terme-là. Et je prends x égale moins 1. 1 sur 1 moins moins 1, 1 demi. Voilà comment on procède. Je vous recommande vivement de vous approprier ce genre de méthode. Autrement dit, ça s'écrit 1 demi de... Eh bien, 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x. Dès lors, je reprends maintenant ma fraction en ligne trigonométrique et je n'oublie pas que j'ai au numérateur sinus x. Donc ça veut dire que sinus x s'écrit sinus x. Donc ça veut dire que donc sinus x sur 1 moins cos x, 1 plus cos x, s'écrit 1 demi de sinus x sur 1 moins cos x, plus 1 demi, hein, on va le distribuer si vous voulez, ouais ou pas, peu importe, de sinus x sur 1 plus cos x. Et là, vous remarquez que l'idée est féconde. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir intégrer. Donc l'intégrale de dx sur sinus x, hein, c'est évidemment l'intégrale ou la primitive de cette expression-là. On a fait ce qu'il fallait pour. Eh bien, c'est 1 demi. Alors je vais remettre de nouveau le demi en facteur. Je ne sais pas pourquoi ici je l'ai distribué, peu importe. De sinus x sur 1 moins cos x dx, plus la primitive de sinus x sur 1 plus cos x dx.
Et c'est là que vous voyez que, comme je le rappelais il y a un instant, que la méthodologie est féconde, parce que ici, vous avez de nouveau U' sur U. Si le dénominateur, c'est 1 moins cos x, c'est quoi la dérivée de cette quantité? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Avec le moins, ça devient plus sinus. Donc la dérivée de 1 moins cos x, c'est exactement sinus x. Et puis là, pareil. Alors évidemment, il y a un signe. Bon, la dérivée de 1 plus cos x, ben, c'est moins sinus x. Donc ça, on va l'écrire tout de suite. Donc c'est 1 demi. De quoi? Eh bien, puisque c'est de la forme U' sur U, de logarithme népérien de valeur absolue de 1 moins cos x, plus, donc moins, il faut un moins, je répète pour ici, parce que ici la dérivée de 1, plus cos x, c'est moins sin x, donc il faut mettre moins, donc moins logarithme népérien de 1 plus cos x. Voilà, évidemment, plus constante C appartenant à R. Alors vous allez me dire, ça ne ressemble pas du tout au résultat qu'on a obtenu avant. Eh bien, il faut faire un peu de manipulation algébrique assez élémentaire. D'abord, vous voyez que vous avez la différence de 2 logarithmes. Donc, ayant la différence de 2 logarithmes, on va écrire le logarithme du rapport de ces deux quantités. Donc, ça, c'est 1 demi de logarithme népérien de valeur absolue de quoi? Eh bien, de 1 moins cos x sur 1 plus cos x, plus c. Alors, vous allez me dire, on en est encore loin a priori. Eh bien non, nous n'en sommes pas loin parce que, rappel de trigonométrie, rappel. Alors, comment le rappel, c'est quoi? Ben, le rappel, c'est que cosinus de x, c'est cos carré x moins sin carré x. Alors certains connaissent le résultat abouti, je le repropose pour certains, pour d'autres qui ne l'auraient pas en tête. Alors cos carré, bien, cos carré c'est 1 moins sin carré, donc c'est 1 moins 2 sinus carré x. Donc ça me dit très simplement que sinus carré x c'est 1 moins cos 2x sur 2. Ça, c'est en ayant remplacé le cosinus carré par 1 moins sinus carré. Maintenant, si je remplace le sinus carré en disant que c'est 1 moins cos carré, je vais obtenir de manière équivalente que cosinus carré x, c'est 1 plus cos 2x sur 2. On peut connaître ça de tête, ou on peut le retrouver, vous voyez, extrêmement tranquillement. Donc, 1 moins cos truc muche, c'est 2 sinus carré de la moitié du truc muche, là il y a 2x et là il y a x, et 1 plus truc muche, c'est 2 cos carré la moitié du truc muche. D'accord. Donc, ben, écoutez, il n'y a qu'à faire. Donc ça c'est égal à 1 demi de logarithme népérien de 1 moins cos, c'est donc 2 sinus carré x sur 2, puisque vous voyez encore une fois qu'on passe de 2x à x, et même cause, mêmes effets sur le dénominateur. Donc c'est 2 cosinus carré x sur 2, plus constante. Donc c'est 1 demi de logarithme de valeur absolue de tangente carrée, ah ça commence à sentir bon, x sur 2 en valeur absolue, plus constante. D'accord? Plus constante. Et donc, on sort le train d'atterrissage et on atterrit. Alors, la valeur absolue pour tangente carrée, elle sert strictement à rien puisque la tangente carrée est donc positive. Donc ça s'écrit, je détaille tout pour que vous voyez qu'il n'y a pas d'entourloupe. 1 demi de logarithme népérien de tangente x sur 2. Tangente carrée x sur 2. Et là, j'ai enlevé les valeurs absolues plus constantes. Et donc, 1 demi, maintenant, rappelez-vous que n logarithme de u, c'est logarithme de u puissance n. Donc ça s'écrit logarithme népérien de tangente carrée x sur 2 à la puissance 1 demi. Logarithme népérien de tangente carrée x sur 2 puissance 1 demi plus constante. Et donc le train d'atterrissage maintenant sort définitivement pour reconnaître le résultat que l'on avait déjà obtenu par ailleurs, 2 fois, pour obtenir, alors regardez ce qui se passe ici, vous avez la quantité tangente x sur 2 qui est au carré, tangente carré x sur 2, c'est tangente x sur 2 au carré.
Tangente x sur 2, appelez-le grand X. Donc vous avez x2, grand X2 puissance 1,5. Qu'est-ce que c'est grand X2 puissance 1,5? Certains vont me dire, monsieur, c'est grand X. Pas du tout. C'est valeur absolue de grand X. Donc en fait, vous obtenez que la primitive de dx sur sinus x, eh bien, c'est logarithme népérien de valeur absolue de tangente x sur 2, plus constante c appartenant à R. Je rappelle car x2 puissance 1,5, c'est valeur absolue de grand X. La clé est là. Grand X, chez nous, c'est grand X. Chez nous, c'est tangente X sur 2. Voilà une troisième méthode. Alors, vous voyez, on a combiné dans cette troisième méthode de la trigonométrie et en même temps de la spécificité de la structure rationnelle de l'expression qui est une fraction rationnelle, donc trigonométrique. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. J'espère que nous pourrons continuer ces enregistrements de manière plus régulière, ayant trouvé une solution technique, comme vous le voyez aujourd'hui. Et donc, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.